Alors, M. Pellerin, il y a difficulté à trouver les machines et difficulté à les reconstituer. Parfois, il vous manque une pièce qui est très, très importante pour faire que la machine soit complète. Et il n'y a pas de distance trop longue. Il n'y a pas de période de temps. Il n'y en a pas de distance qui peut vous empêcher de la trouver. C'est le cas de la Husky ici. C'est le cas de la Husky ici. C'est laquelle pièce qui vous manquait? C'est l'attache de la cabine ici en avant, là, qui est en aluminium. Ces aluminiums-là, ils sont très fragiles puis ils sont cassés normalement. Elle vient du New Hampshire, dans le sud du New Hampshire. On était à chercher spécialement parce qu'elle avait ça ici. Si tu as vraiment une machine qui est complète, alors ça fait la valeur de la machine. Alors tu vas faire le millage pour la machine. La Husky a d'une couleur jaune palette un peu, hein? Jaune banane un peu. Chaque marque avait sa couleur distinctive, oui. Chaque compagnie. Dans ces années-là, les années 50, 60, 70, là, chaque compagnie avait une couleur qui était propre à eux, un peu comme Bombardier. Bon, pour Bombardier, moi, j'ai grandi plus avec ça. C'est le jaune. C'est le jaune. C'est que ça, il y en a ça, c'est le jaune. On a une 59 ici originale, là. Bon. Alors ça, ce sont des Bombardiers, c'est le jaune classique Bombardier. C'est ça. C'est ce qui se rapproche le plus proche de la peinture. C'est ça. Et souvent, c'était des couleurs d'automobile? Ben, les peintures étaient proches des peintures d'auto dans le temps. Alors, quelle automobile avait ce couleur-là dans le temps? Expliquez-moi ça. Ici, c'est des rumeurs. Le Bombardier, la première recherche qu'on a faite, on a trouvé que il y en a qui disent que ce serait un jaune qui appartenait à Air Canada, jadis, qui s'appelait Canadian Airways, puis qui avait un surplus de peinture quand ils ont changé les couleurs des avions. Et puis M. Bombardier a racheté ce surplus de peinture. Donc, il cherchait une peinture résistante. Résistante, puis c'était pas cher. Voilà, c'est ça. Par contre, chez Bombardier, eux autres disent Valcourt au musée, que ça serait un surplus au gouvernement, du jaune qui était des lignes qu'il y avait sur les chemins dans le temps. Mais par contre... Il n'y en avait pas de ligne jaune. Il n'y en avait pas de ligne jaune dans le temps. Mais qui a la vraie histoire? Mais il reste que c'est devenu une couleur mythique, puis pour la majorité des gens, quand on pense motoneige, on voit ce jaune-là avec les lignes noires. Même en 2010, Bombardier fait encore des modèles qui sont jaunes. Bombardier, le fameux skidoo, le mot que tout le monde utilise. Bon. À l'origine, ça ne devait pas s'appeler skidoo. Non, à l'origine, M. Bombardier voulait l'appeler skidog. Le chien des neiges. C'est ça. Celle, c'est une 59, mais la 60, elle a un V marqué skidoo en avant. Okay. Puis le haut, certains disent que quand les peintures faisaient ça au pinceau dans le temps, il aurait été mal fermé, fait comme un haut. OK, donc plutôt que ski dog, on disait... On voyait skidoo, le monde appelait ça. Par contre, il y a une autre version qui dit que ça aurait été un des vendeurs chez Bombardier qui envoyait des lettres à ses futurs clients qui aurait mal tempé puis que ça paraissait être marqué doux, puis le monde appelait ça skidoo. Puis instantanément, les gens passaient des commandes ou s'informaient puis utilisaient le mot skidoo. Oui. Donc, il aurait voulu se casser la tête pour trouver un mot là, qui aurait eu un impact auprès du public que jamais il aurait pu trouver un mot. C'est ça, ce nom-là a resté. Mais c'était vraiment ski dog au début. Autrement dit, là, cette machine-là, ça serait une ski dog. Ça, c'est une ski dog. Est-ce Alors, M. Pellerin, mesdames et messieurs, voici le premier modèle de motoneige à avoir été produit commercialement. En plein ça. En quelle année? 1927. Et qui a inventé ça? M. Carl Eliasson dans le Wisconsin. Moi, je m'imagine m'asseoir là-dessus puis faire à peu près 5 pieds dans la neige, puis la machine est foire. Ça devait revenir souvent accroché en arrière du cheval, parce que disons que c'était pas fiable. C'est certain que c'était pas fiable, c'est un moteur de bateau, un moteur de hors-bord. Oui, exactement. Et ça, les skis, là, c'était des skis d'armée, ça? Ça la structure est faite avec des skis de fond de l'armée américaine. Alors, moi, quand j'ai rebâti, on a fait faire, nous a collé dessus. Puis, c'est des chaînes de bicyclette. On appelle ça des split gear parce qu'il manque une dent en shot gear. C'était des bicycles qui venaient d'Angleterre qui avaient ça. Donc, on peut s'imaginer que des mécaniciens québécois ont lu dans des revues techniques l'apparition de ce modèle-là. Ils se sont inspirés de ça peut-être pour améliorer le modèle. Oui. Est-ce que ça a été compliqué à trouver, cette machine-là? C'est compliqué, mais c'est plus compliqué de la rebâtir que donc, avoir à refaire des pièces. C'était assez coûteux, j'imagine. Ça se vendait quand même relativement cher à l'époque. Près de 500 $. Et à l'achat, pour vous, ça a été... pour l'achat, pour la machine, elle n'est pas dispendieuse. Donc, on l'a payé, nous, on l'a sorti à 50 $ chez le cultivateur. Ah, bon mais la rebâtir a coûté 3 500.
Et il peut arriver dans votre collection, quand vous êtes à la limite de votre budget, qu'une arme charitable vous vienne en aide, vous permette d'acquérir une pièce rare. Oui, ça en a des personnes Ça a été le cas de... une autobogan. Venez me raconter l'histoire derrière ça. Donc, M. Pellerin, vous vouliez vous procurer un autobogan, magnifique machine. Le budget collectionneur était un peu serré. Il était dépassé. Et là, c'est votre copine qui a participé à l'achat. C'est ça. C'était acheté sur eBay. Donc, cette pièce-là vous appartient pas? À 75 %. Alors, elle a les droits dessus. Est-ce qu'elle fait 75 % de l'entretien dessus? Non, j'ai rebâti la machine, mais j'étais assez content de l'avoir. Je ne l'aurais pas eu sans ça. Alors... Content de voir que ça fonctionne ici, comme chez nous. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'elle est vraiment très, très belle esthétiquement. Là. Ces machines-là, c'est des années 60. Les machines qu'on voit en bas des années 62, là, en descendant, c'est des machines qui sont en 2 morceaux, dont le traîneau est à l'avant, qu'on voit, c'est le traîneau avec les skis, sont un morceau. La traction et le moteur sont dans un autre morceau pris à l'avant. Alors, la machine, elle pousse le traîneau, la traction pousse le traîneau. Alors, plus le besoin de neige, elle va descendre, le derrière va descendre dans la neige. OK. Le pourquoi du treuil à l'arrière. Si tu restes pris, tu reprends le derrière, tu le relèves, tu mets des morceaux de bois en dessous, tu te déprends. Machine magnifique, mais j'ai vu tout à l'heure en entrant une espèce de cockpit d'avion blanc qui m'a bien impressionné. Plus rare que ça. C'est une de vos pièces préférées. C'est une autre belle, oui. Allons donc là. On va aller voir ça. Ah, M. Pellerin, moi, j'ai été bien impressionné par cette pièce-là en arrivant. C'est quoi, un Lorch? C'est un Lorch. C'est comme un petit avion, on dirait. Là. Le nom de ça s'appelle un snowplane. C'est un traîneau à hélice. Donc, c'est vraiment le principe. Là, on a des skis latéraux, l'habitat qui est là, et tout ça est poussé par une hélice d'avion. T'en bien ça. Et ça date de 1934? Celle-là, c'est 1934, oui. On a commencé en 1927 en enfer. Ben, moi, j'ai jamais vu ça avant. Non, c'est une machine extrêmement rare. Oui, ça vient de l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, c'était courant. C'est plat, hein, c'est des machines qui se servaient pour circuler dans l'hiver dans l'Ouest. OK, parce que comme tout est plus plat, la neige est plus dure, plus plat, ça roule 65 000 à l'heure. Hein. Ça valait combien, ça, à l'époque? Ça se vendait combien? Dans autour de 2000 $, si je me rappelle. Quand même! Oui, c'était très dispendieux. C'est surtout les docteurs qui avaient ça. Hein. OK, pour faire des visites à domicile. Oui, taxi, docteur, c'était plus ça. Est-ce qu'il est fonctionnel? C'est fonctionnel, mais il n'est pas en marche pour s'en servir. On le garde parce qu'on ne veut pas le briser. Ça serait plate en Moses. Donc, moi, je pourrais, là... De faire partir sur la neige. Je pourrais comme embarquer dedans, puis... Oui, ouais. Pensez-vous qu'il y aurait moyen que je... Ah, ça, c'est la photo du... Oui, ça, c'est à l'origine, quand on est... bateau! Quand je l'ai trouvé. Ce qui est important, c'est de trouver, avoir les pièces principales, et les pièces principales étaient là. Combien d'heures de travail? Oh, probablement 700 à 800 heures. C'est bien impressionnant. Tenez la photo, j'embarque ça, je le pars, puis on sort. OK, on va changer de place avec ça. Alors, les gens étaient beaucoup plus petits à l'époque. Je pense.